Je peux vous dire, vous n'avez pas été trop long, je mentirais. Oui, vous avez été très long, vous avez même été trop long, mais c'est pas grave, on vous connaît, et c'est comme ça que vous êtes. Et donc, vous avez fait effectivement une promenade, et à travers les âges, et à travers le numérique, et à travers tous les états, et là vous avez été très habile, puisque vous avez évité de parler du sujet, donc c'est parfait. Euh, Donc, je suis un peu comme ces gens qui sont invités par BFM à parler à la télévision. Généralement, ce sont des experts, c'est-à-dire des gens qui parlent, contrairement à Henri, qui parlent des sujets dont ils ne savent absolument rien, puisque l'État, ce n'est pas moi. Et je n'ai jamais travaillé pour l'État. Enfin, j'ai beaucoup travaillé pour l'État, mais indirectement, c'est au travers de mes impôts. Et je ne sais pas comment il est structuré, je ne sais pas comment il est organisé. Pour moi, c'est une espèce de boîte noire. Et donc, je vais essayer de dire deux mots de la transformation. Le premier point que je vais aborder, c'est un point d'une grande simplicité, c'est un travail que j'avais été amené à faire pour le même ministre qui est devenu commissaire et qui avait souhaité poser la question de l'économie immatérielle. Et donc, Thierry Breton avait commandé un rapport à Jean-Pierre Jouyet et à moi-même. Et parmi les éléments qu'il était facile de constater à l'époque, on avait l'impression que la France était formidablement en retard sur le numérique. Pas assez de start-up, pas assez d'éléments qui permettaient justement de générer ces start-up alors que on avait parfaitement détecté que les conditions étaient réunies et qu'il manquait quelques éléments d'accélération. Donc, il y a eu pas mal de recommandations qui ont été faites. Il y en a eu 70. On sait d'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose, puisqu'on est dans l'intimité d'une réunion de famille autour d'une même table, que nous avions énormément du mal à arriver à la 70e. Et on s'était dit qu'on ne peut pas être à 70-1, parce que ça posait beaucoup de problèmes. Et donc, on a inventé la 70e résolution, parce qu'on n'aurait pas été pris au sérieux. Et c'est comme ça que le rapport compte 70 recommandations. Et parmi ces recommandations, donc on avait parfaitement identifié les choses, il y en avait un certain nombre qui touchaient à tout ce que l'État pouvait faire pour monétiser ses propres actifs, à commencer d'ailleurs par les actifs immatériels comme le Louvre, et ça a été plutôt pas trop mal fait, donc les musées qui sont un actif et matériel et immatériel, mais en tous les cas l'immatérialité, mais aussi les données qui appartenaient à l'État, et à l'époque nous étions dans une recommandation très forte pour rendre les données de l'INSEE accessibles à tous, et permettre à chacun de pouvoir, sur la base de ces données, construire des modèles économiques et proposer des solutions. Et puis, parmi ces recommandations, il y en avait une qui consistait à créer un événement qui permettrait de capitaliser et de cristalliser l'ambition française. Et ça a donné naissance à un premier événement sous Nicolas Sarkozy qui était le G8, et un deuxième événement qui est né beaucoup plus tard, qui était Viva Technologie, Vivatech, où nous sommes devenus, après quelques années, le premier événement de cette nature en Europe. Le bien considérable que cela a fait, ce qui prouve qu'une petite idée peut générer énormément d'activités, a été absolument formidable. Mais en même temps, je dois confesser que on a eu du mal à le réaliser, tout simplement parce que on espérait, une fois qu'on avait donné cette idée, que
soit l'État allait s'en emparer, soit une administration, soit une organisation quelconque. Et c'est finalement sur un coup de dé que les Échos et Publicis se sont emparés de cela. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est quelque chose qui était déjà là. Il y avait déjà pas mal de start-up qui existaient, il y avait pas mal de fonds qui existaient, mais il y a une énergie nouvelle qui a été créée à telle enseigne que en 2017-2018, et je parle sous le contrôle de l'ambassadeur que vous êtes, je crois que la France, en matière de flux, a été la première créatrice en Europe de start-up. En matière de stock, c'est encore l'Angleterre, mais en matière de flux, nous sommes passés devant. Il y a un point qui a été évoqué par Henri, qui est un sujet extrêmement intéressant, mais sur lequel je n'ai pas beaucoup de compétences, mais j'ai un souvenir, qui est celui de la taxation. Et on est 20 ans en arrière, en 1999, à Davos. Il y a dans une salle un peu plus de monde qu'ici, et il y a déjà Jeff Bezos, il y a toutes les telcos, il y a un certain nombre de commissaires européens, il y a toutes les plateformes qui existent déjà, mais surtout des gens comme Microsoft, etc. La seule vraie plateforme à l'époque, c'était Yahoo. Google n'était même pas dans les limbes, et ne parlons pas de Facebook, c'était Mark Zuckerberg qui était encore en train de sucer son pouce. Et on évoquait le problème de où taxer, et dans une opération de e-commerce où le produit est fabriqué en Indonésie, la plateforme existe aux Bahamas, l'acquéreur est à Paris et le moyen de paiement se déroule en Irlande, quel est le fait générateur et où se déroule le profit, à quel endroit faut-il taxer les choses. Les commissaires européens présents, y compris le président de la commission de l'époque, ont dit « mais vous rigolez, vous nous faites perdre du temps parce que ceci n'arrivera jamais et on ne comprend pas ce que vous nous dites, ce type de mécanisme n'interviendra jamais dans l'économie ». Le fait est qu'aujourd'hui, on taxe très mal et on taxe de manière punitive pour la France parce qu'elle n'a pas d'autres moyens. Et heureusement qu'elle a pris la parole, et heureusement qu'elle s'est élevée, et heureusement qu'elle a provoqué. Et on obtient en retour des éléments de réaction, que ce soit du côté des États-Unis de manière assez brutale, mais de la Chine de manière beaucoup moins brutale, mais très forte aussi, des réactions extrêmement négatives. Pendant ce temps, les plateformes, comme l'a souligné Henri, se sont installées de manière quasi inexpugnable. Je dis quasi parce qu'il y a un élément sur lequel l'État pourrait agir, que ce soit l'État européen ou les États, et qui rendrait ces plateformes à l'état de concurrence, sinon à armes égales, mais au moins avec certainement beaucoup d'avantages, mais non plus le pouvoir absolu qu'elles ont aujourd'hui. Et il s'agit d'une chose qui est très simple, ce sont les données de chacun d'entre nous. Nous avons abandonné, nous les consommateurs, nous les individus, la propriété de nos données. Les États ont refusé de prendre une position là-dessus. Un document de 17 pages que j'avais remis au président de la commission, disant « Vous voulez régler le problème, c'est très simple. Le consommateur est propriétaire de ses données. » Les plateformes ne sont que des agrégateurs. Du fait qu'ils agrègent les données, ils ont droit à une rémunération, et c'est très bien. Il faut qu'ils soient payés pour ça, parce qu'ils font un boulot utile, mais n'ont pas le droit de les exploiter sans rémunérer la donnée.
et sont donc rémunérés le consommateur. Et dès lors qu'on rebat les cartes, on autorise à ce moment-là la possibilité de créer des plateformes sur la base des données qui appartiennent à chacun. Et on change les règles du jeu, puisque aujourd'hui, sans qu'on le sache, nos données sont triturées dans tous les sens. On ne sait pas très bien comment ça se passe, on sait que ça se fait. Et elles sont amalgamées. Et si un jour on disait non pas RGDP, qui est franchement sympathique, hein, mais enfin, on vous dit, ben, tu cliques ou tu n'as pas le service. Mais on clique. Et il y a même, dans certains cas, des solutions qui sont proposées, qui sont même extrêmement graves, et où l'État ne remplit pas son devoir, et où la Commission nationale informatique et liberté est parfaitement au courant du sujet, et elle dit, oui, mais je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant, où il n'y a même pas l'option qui correspond à la loi. Il n'y a qu'un clic possible. Il n'y en a pas deux. Ce qui est contraire aux dispositions RGDP. Donc, restituer la propriété des données aux consommateurs et restituer la propriété des données aux citoyens, c'est rouvrir la discussion sur la data avec un fort avantage aux plateformes qui existent, mais en même temps, la possibilité pour de nouvelles plateformes de s'échapper. En l'occurrence, vous savez comment on appelle ces plateformes, ce sont des walled gardens, c'est-à-dire des jardins avec des murs, et donc des jardins fermés, qui appartiennent l'un à Facebook, l'autre à Google, etc. Eh bien, je crois qu'il faut transformer les choses pour qu'on puisse passer de jardins qui sont fermés à des parcs qui sont ouverts. Et ça change complètement l'économie. Le troisième point que je veux aborder, c'est le dispositif de transformation des États eux-mêmes. Alors, j'y connais rien, donc je peux en parler. Hein. C'est comme ça que ça se passe, en particulier en France. Quand on ne connaît pas, on peut en parler. Et donc, quand on regarde le fonctionnement administratif comme un utilisateur, et il se trouve que je suis utilisateur d'un certain nombre de services, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit quand j'ai un bobo et que je vais à l'hôpital, que ce soit quand je paye mes impôts. Donc je suis un utilisateur lambda des services de l'État. Je veux changer mon passeport, ma carte d'identité, etc. Je me rends compte que c'est un petit peu compliqué, pour dire les choses gentiment. Alors c'est bien, parce que ça occupe beaucoup de monde, et donc de ce fait, c'est très bien, parce qu'on se pose des questions, comment est-ce qu'on peut faire baisser les impôts, et comment est-ce qu'on peut réduire la pression fiscale. Effectivement, il pourrait y avoir un peu moins de fonctionnaires, mais dans ce cas, il faudrait simplifier le fonctionnement. Et alors, pour simplifier le fonctionnement, il faut aller vers un des pays les plus avancés au monde dans ce domaine. Et vous allez en Estonie. Et quand vous allez en Estonie, vous vous rendez compte que tout peut être fait à partir de votre mobile. Vous pouvez commander votre carte d'identité à partir de votre mobile, vous pouvez remplir votre déclaration à partir de votre mobile. L'administration s'est simplifiée, s'est modernisée, et il y a énormément de choses qui sont des préoccupations de tous les jours, où le numérique joue un rôle essentiel, qui est celui de la transformation de la relation aux citoyens. Et je pense que s'il y a une transformation de l'État, parce qu'à ce moment-là, ça changera tout, c'est par l'utilisation du numérique au service du citoyen. En se disant, mais comment... donc, même si on ne regarde pas le problème économique, mais à un moment donné, il faudra quand même le regarder, parce que entre les charges sociales et la pression fiscale, on a le titre sympathique de champion, c'est bien, mais enfin, en même temps, il y a un certain nombre d'investissements qu'on ne fait pas, et il y a énormément de moyens qu'on ne met pas à la disposition de choses qui fabriquaient à l'avenir. Un truc, par exemple, un peu tristouné, qui nous attriste tous, et on est dans un lieu
du savoir, ou en tous les cas de la diffusion du savoir, c'est le rang qu'occupe aujourd'hui la France dans l'éducation. Quels que soient les angles et quelles que soient les études qui sont faites, on constate que nous avons beaucoup régressé. On a régressé parce que, alors, une anecdote, un beau jour, il y a très longtemps, mais c'était le fondateur de Publicis, Marcel Bleustein-Blanchet, qui était en train de discuter avec Pompidou. Tout le monde sait très bien qui il était, président de la République, normalien, comme mon voisin. Et Pompidou dit, je suis très admiratif, mon cher Marcel, de ce que vous avez fait, Publicis, la créativité, etc. Quelle école avez-vous fait? Il dit, j'ai fait l'école communale et je suis sorti avec le certificat d'études et la mention que j'ai obtenue, c'est lire, écrire et compter. Et Pompidou a eu cette remarque qui était de dire, oh, peu de gens peuvent en dire autant. Et il est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a à peu près 20% des élèves de primaire qui sortent du circuit primaire sans pouvoir lire, écrire et compter, comme ils devraient. Et donc, si déjà nous mettions ces moyens dans l'éducation en traitant le problème de l'éducation tout à fait autrement, et un des sujets essentiels que nous avons pour construire l'avenir, et moi je vais m'arrêter là, parce que c'est le sujet clé de demain. Il ne faut pas se tromper. Le sujet clé de demain pour que nous ayons le droit d'exister sur la map monde, non pas numérique, mais tout simplement en tant que nation indépendante et capable d'avoir une voix, ce ne sera pas notre capacité industrielle, ce ne sera pas notre capacité dans le domaine économique ou bancaire. Ce ne sera pas le nombre de sociétés du CAC 40, qui de toute façon ne seront plus 40. Ça va être uniquement le savoir. Est-ce que nous aurons une diffusion du savoir dans une économie qui est l'économie du savoir? C'est rien d'autre que cela. L'économie numérique est basée avant tout sur le savoir. C'est du knowledge management et de la diffusion du savoir. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour préparer nos enfants de demain à être embarqués dans cette belle aventure? Comment est-ce que nous nous y préparons? Quelle formation pour nos profs? Et comment est-ce que nous faisons en sorte que on s'en fout qu'il y ait 80 bacheliers, donnons le bac, c'est pas grave, et créons quelque chose qui soit une véritable formation, une véritable sélection. Et si ça fait plaisir à tout le monde d'avoir le bac, faisons un bac pour 100%, qui est un document qui dit j'ai été présent jusqu'à la terminale et j'ai suivi les choses de manière plus ou moins assidue et j'ai eu des notes plus ou moins bonnes, peu importe. Et puis fabriquons de véritables diplômes dans lesquels on va fabriquer des gens qui vont comprendre la société de demain, vont mieux l'appréhender et vont savoir maîtriser un certain nombre de technologies, un certain nombre de savoir-faire, et en particulier ceux qui vont guider la construction de demain. En l'occurrence, et en particulier l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Il y a énormément de choses qui sont liées à cela. Et on sait très bien, il suffit de prendre un exemple qui était d'ailleurs dans le rapport sur l'économie de l'immatériel et qui est juste extraordinaire, qui est un tout petit État, qui est l'État d'Israël. Donc, il faut savoir que si vous vous reportez à il y a 30 ans, cet État ne pouvait pas boucler son budget
sans l'aide de la diaspora et sans les aides qu'il recevait d'un certain nombre d'États. Aujourd'hui, il n'a aucun de ces problèmes-là. Et non seulement il n'a aucun de ces problèmes-là, mais 30% de son PIB est généré par l'univers des startups et des technologies de l'avenir. Et donc je dis tout simplement, mettons les priorités là où il faut et essayons au moins d'adresser un problème. Et moi je serais assez content si on adressait le problème de l'éducation, qui me paraît être le problème essentiel. Pas seulement parce que j'ai des petits-enfants, mais et que j'aimerais bien qu'ils aient une éducation qui leur permette de tout comprendre, mais aussi et surtout parce que si nous voulons exister dans le concert des nations demain, cela passera par le savoir, et ça me paraît être l'élément fondamental sur lequel l'État doit investir. Si donc on fait cela, si en plus, à l'échelle de l'Europe, on réussit à imposer le fait que la propriété de données n'appartient pas aux plateformes, mais elle appartient aux individus, je crois qu'on aura fait pour l'Europe des progrès considérables. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a de quoi réfléchir pendant plusieurs heures suite à ça. C'était très intéressant. On a couvert plein de sujets. Je sais que vous êtes très pressé de partir pour d'autres réunions. On a peut-être le temps de prendre une question ou deux dans la salle. Il n'ose plus. Bon, deux questions. La première question, c'est la question que vous avez abordée, c'est de pouvoir bien distinguer donc, ce qui va être l'économie du stockage, l'économie d'utilisation des données. Donc ça, on se dit évidemment, il y a une volonté politique, bien sûr, il faut démanteler, enfin, il faut évidemment la politique de la concurrence s'en mêle. Je pense qu'il faut effectivement que les entreprises soient, effectivement, on distingue bien cette partie évidemment de stockage et d'utilisation. D'un point de vue, je dirais, d'utilisation ensuite des potentialités de la technologie, est-ce qu'on ne va pas se priver quand même de gains potentiels? Donc, je voudrais savoir techniquement comment on fait pour arriver à cela, pour bien distinguer les deux activités. Est-ce qu'elles sont intimement liées ou pas, ou est-ce qu'on doit avoir effectivement, du point de vue on a parlé tout à l'heure du seuil. Je pense que par rapport au seuil, la question cette question-là permet d'éviter la question du seuil. Je pense que justement, on n'est pas, parce que la question du seuil, à mon avis, du potentiel, elle est extrêmement difficile à régler. Je ne vois pas très bien aujourd'hui ce dont on dispose d'un point de vue analytique pour traiter de cette question. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc je pense qu'il y a la question évidemment du seuil, mais la question plus radicale, évidemment, qui me paraît dans le bon sens, c'est bien de distinguer les deux types d'activités, qui me paraît beaucoup plus simple, radical, et qui s'attaque bien au problème de la source. Bon, ça c'est le premier point, donc je peux vous laisser répondre sur ça. Mais deuxième point, évidemment, c'est sur la, et là vous êtes bien placés tous les deux pour en parler, c'est la réforme de l'État. C'est qu'évidemment, on sent bien, de ce côté-là, on a parlé du cas de l'Estonie, je pense qu'évidemment, ce qui est très simple, c'est qu'on part d'une société, d'un pays qui change de monde et qui, évidemment, se remet à construire. De l'intérieur, on connaît aussi les difficultés, mais comment on fait cette réforme de l'État de façon... bon, c'est probablement une question de courage et de volonté politique, d'avoir vraiment savoir où on veut aller. Au-delà de cette question, je dirais, de dire les choses aussi simplement et aussi naïvement, quels sont, d'un point de vue, je dirais, technique, technologique, quels sont aujourd'hui les vrais blocages au niveau de l'État? Est-ce qu'il faut tout réorganiser, tout repenser, bien évidemment, mais comment fait-on et quelles sont les pistes que vous avez par rapport à ça? Bon, sur la première question, il y a, la proposition est radicale et bien sûr l'application se fait en sifflet, ne serait-ce que pour construire. Alors, dans les données que nous avons dit que tous les 2 ans, on crée plus de données qu'il n'y en a jamais eu dans l'humanité. Mais quand vous regardez ce que c'est, il y a effectivement énormément de données qui sont extrêmement importantes et utiles. Et puis, il y a énormément d'autres données. Vous avez quoi? Vous avez la photo du chien, la photo du chat, la vidéo qui est censée faire rigoler, le fait qu'on a été au restaurant hier et qu'on n'a pas aimé, ou qu'on a aimé, etc.
Donc il y a énormément de données qui pourraient être complètement évanescentes, qui dureraient, comme d'ailleurs Snap a démarré, juste un temps de raison. Le temps de l'utilisation, et puis après, elles n'ont pas besoin de subsister, on n'a pas besoin de les stocker. Quand on regarde les données utiles, y en a, on a besoin de beaucoup moins de données. Moi, je prends un exemple très simple. Quand on prend des outils pour essayer de comprendre comment fonctionne un marché économique, que ce soit celui de l'auto, celui du luxe, et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on doit cibler un certain nombre de consommateurs. Il suffit d'avoir un puissant algorithme, un échantillon de données suffisant, et après, j'allais dire, rouler jeunesse, on est capable de faire un travail de ciblage assez juste. Donc, on n'a pas besoin, pour construire des solutions alternatives, on n'a pas besoin de démarrer immédiatement avec le stock de données qu'ont les concurrents ou les plateformes qui existent aujourd'hui. Mais on a besoin surtout de quelque chose qui me paraît beaucoup plus important, c'est une conscience citoyenne et le fait que les gens peuvent avoir leurs propres données et la propriété de ces données et qu'ils puissent être rémunérés pour cela. En ce qui concerne le problème de l'État, je vais vous raconter deux anecdotes, enfin la même, hein, c'est pas la peine de prendre deux. On avait été consulté avec un petit groupe d'amis il y a une quarantaine d'années. Il y avait M. Poniatowski qui était ministre des Affaires sociales. À l'intérieur, il était beaucoup mieux, mais enfin, moi, ça c'est autre chose. Et puis, on a été consulté il y a une quinzaine d'années par un autre ministre sur et rigoureusement la même question. Et la même question, c'était quoi? C'était comment informatiser dans une époque, numériser dans une autre, la sécurité sociale et les opérations de la sécurité sociale. Et les deux nous ont dit rigoureusement la même chose, mais je ne peux pas réduire le nombre de collaborateurs. Donc vous me faites le boulot, vous me faites les propositions, mais surtout, on ne cherche pas à réduire le nombre de collaborateurs. Et donc, même si vous mettez des magnifiques outils, comme c'est le cas à Bercy, et on peut faire du contrôle avec des outils, du contrôle fiscal avec des outils d'intelligence artificielle et les données qui sont accessibles, et à avoir peut-être uniquement 15 ou 20% des effectifs qui existent aujourd'hui. Mais le problème social est tel, et le conflit est tel que personne n'a envie de le traiter de cette façon-là. Donc pour que l'État puisse se réformer, eh bien, ça veut dire une volonté politique colossale et des grèves qui vont durer beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus dures que celles auxquelles on assiste aujourd'hui. Si donc déjà l'État était en mesure, et le gouvernement actuel, de traiter le problème des retraites, et si la retraite à points était installée, on aura déjà fait un énorme progrès. Et je pense qu'on pourra s'attaquer à un autre problème par la suite. Très brièvement, sur vos deux questions. Sur la première, moi je ne suis pas sûr que ce soit infiniment difficile. On est en train de dire que les données que détiennent ces entreprises doivent être remises en circulation. Techniquement, ça s'appelle des API, ça s'appelle de la data portabilité. Il y a des expériences aux États-Unis, sous Obama, de Green Button, de Blue Button, etc. On a déjà un peu de recul. Ça veut dire en revanche pour elles que leur business model ne peut plus être fondé sur le fait qu'elles ont un monopole sur leurs données. Ça rappelle des gestes de dérégulation qui s'appellent le dégroupage, que certains ici ont vécu. Un jour, on s'est dit pourquoi la SNCF posséderait-elle les rails et pourquoi ce ne serait pas ses concurrents qui pourraient aussi utiliser les rails. Et ben là, ça serait pareil pour les données, pour l'Open Graph Protocol, pour l'identité numérique, pour un certain nombre de choses. Votre graphe social, votre identité numérique, vos données d'expérience utilisateur devraient sans doute, sous votre contrôle, et là je suis complètement d'accord, être remises en circulation des concurrents de ces boîtes-là. Ça ne me semble pas
infaisable, impensable, et ça pète pas l'économie numérique. Sauf si, finalement, on dit demain soir à 18h30, parce qu'ils doivent faire pivoter leur business model. Bonne nouvelle, d'ailleurs, ils doivent monter dans la chaîne de valeur. Et au lieu d'exploiter des rentes de situation, inventer des services qui rendent service. C'est pas plus mal. Sa deuxième question, moi j'ai un regard de praticien cette fois-ci. J'ai été dans la machine, j'ai tenté de pousser les méthodes agiles, les méthodes qui venaient des startups, etc. L'Estonie, c'est un cas fascinant que je vais voir 2 fois par an. Mais ils ont construit leur État en même temps que leur système d'information dans un pays de 800 000 habitants qui était aussi le lieu des universités russes, soviétiques d'informatique. Donc c'était quand même une partie plus facile. Et vous savez, je me dis souvent qu'un SI et une orga, c'est comme un système nerveux et un corps. Vous n'allez pas faire d'abord un SI dans un coin et dire maintenant je le greffe sur le corps. Il faut que ça évolue ensemble pour que ça marche, quoi. Et le problème de l'État, c'est qu'on a un corps, et d'ailleurs on a des corps de l'État aussi, et honnêtement, je vous jure que moi je vois à l'œil nu les gens qui viennent du Conseil d'État ou de la DG Trésor ou de l'IGF, et vous sentez l'épaisseur de l'histoire. Vous sentez ceux qui reviennent, qui montent à la Renaissance, c'est nous le Quai d'Orsay, ceux qui remontent à Louis XIV, ceux qui sont bonapartistes, ou les 68 arts du ministère de l'Environnement. Ça s'incarne dans l'organisation. Donc si ensuite vous dites maintenant, vu de haut, sur un cahier des charges horrible, avec un code des marchés publics horrible, quelqu'un a décidé votre SI, et maintenant on va mettre 10 ans à le faire, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça ne peut pas marcher. Quand je disais tout à l'heure, appel à l'autonomie des équipes, méthode agile, à regarder les usagers, à pivoter humblement jusqu'à ce que ça marche bien, je pense que c'est la seule solution pour faire le SI dont l'État a besoin, mais que ça demande de violer 17 000 règles usuelles de fonctionnement de l'administration. Donc il vaut mieux commencer par des petits projets à la périphérie, prouver que ça marche et converger vers le centre, quoi.